au niveau des notaires, c'est vrai que c'est un petit peu, ils sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est la loi. Si vous vendez un bien, la mairie peut se positionner Oui. pour et préempter le bien que vous vendez. 24 heures avant, voire 48 heures avant, on fait la visite de courtoisie pour s'assurer que tout va bien dans l'appartement ou dans la maison. Ça, que tout Il y a a pas de été dégâts des vidé, eaux. qu'il n'y a pas de dégâts des eaux, qu'il n'y a pas de problématique. Ouais. Mais c'est une somme qui est censée être séquestrée chez le notaire. C'est pour montrer la bonne foi de l'acquéreur qui veut vraiment acheter ce bien. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Camille. Salut Edith, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast et aujourd'hui, donc nous allons vous parler avec Camille des différentes étapes d'une vente, avec les documents obligatoires, les diagnostics obligatoires, en espérant qu'on va rien oublier. On va rien oublier. En tout cas, toutes les étapes sont importantes et tous les documents aussi, c'est important que vous les connaissiez. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet épisode, pour vraiment que si demain vous voulez mettre votre bien en vente, il faut que vous connaissiez la liste des documents nécessaires et également les étapes d'une vente. Donc pour commencer, première chose, c'est à la prise de mandat. Il y a un certain nombre de documents qu'il va nous falloir, c'est obligatoire, on ne peut pas passer à travers, comme le titre de propriété. Titre de propriété qui est obligatoire. Pourquoi ? Parce que nous, parfois, on est, en tant qu'agent immobilier, on est face à un seul propriétaire, mais parfois, le propriétaire ne dit pas forcément qu'il a sa sœur, son frère, qui sont aussi propriétaires, ou sa femme, tout simplement, ou son mari. Mais titre de propriété permet de vérifier qui sont les propriétaires, vraiment tous les propriétaires. Ça permet de connaître les lots, la désignation des lots. Ça permet de connaître s'il y a des servitudes, toutes ces choses. Exactement, tout à fait. Les pièces d'identité de tous les propriétaires. Voilà. Il faut savoir qu'un mandat de vente n'est valable que s'il est signé par tous les individus. Exactement. Sinon, il est caduc. Exactement. Voilà. Dans la deuxième partie des documents obligatoires, on va aussi avoir besoin de toutes les factures qui ont moins de 10 ans, puisqu'elles sont souvent sous décennales en plus. Ça peut arriver. Donc ça, c'est important. Il faut être transparent, que ce soit avec le vendeur ou l'acquéreur. Donc toutes les factures, les entretiens de chaudière, de clim, les ramonages de cheminée ou de poêle à bois. Ouais. Et si on est en copropriété, différents documents concernant la copropriété. Donc les PV d'AG, les 2-3 derniers PV d'AG pour savoir quels sont les travaux, qu'est-ce qui a été voté, qu'est-ce qui est en cours sur la copropriété. Également le règlement de copropriété. Tout à fait. Connaître la désignation du bien, savoir qu'est-ce qui est pris en charge dans ce règlement de copro. Parfois, les maisons en lotissement, le cahier des charges. Parce qu'il faut savoir que même si votre maison est dans un lotissement, mais que le lotissement n'existe plus, s'il y a un cahier des charges, le cahier des charges est toujours applicable. Exactement. Donc ça, c'est important. Taxe foncière. Taxe foncière. Voilà. Également aussi l'entretien fosse septique. Alors, les 3 ans. Ouais, l'entretien, voilà, effectivement, il y a l'assainissement individuel et collectif. Ouais. Donc pour une vente, peu importe le secteur, si c'est un assainissement individuel, il y a un contrôle à faire. Exactement. Et alors nous, sur Montauban, on a une particularité, je pense peut-être d'autres villes, mais en tout cas sur Montauban, pour l'assainissement collectif, maison ou appartement, on doit faire passer un service de la mairie qui est facturé, mais qui est obligatoire et qui est valable 3 ans. C'est-à-dire que s'il y a une revente au bout de 3 ans et un jour, il faut le refaire. Il faut le refaire pour la vente. Exactement, tout à fait. Ça permet surtout d'éviter que les eaux usées aillent dans le pluvial. C'est pour maintenir le réseau proprement, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a aussi les diagnostics techniques. Oui. Donc, les diagnostics techniques, que ce soit maison ou appartement, c'est fait. Il y a aussi les diagnostics de l'immeuble aussi qui sont faits de plus en plus maintenant de manière légale. Oui. Diagnostic technique, donc tout va dépendre de l'ancienneté du bien. Donc, pour les biens qui sont en dessous de 1949, vous allez avoir en plus le plan. Tous les biens qui sont en dessous de 1997, donc qui ont été construits avant de 97, vous allez avoir le diagnostic amiante qui est obligatoire. Oui. Et ensuite, tout le reste est obligatoire aussi. L'installation électrique. Gaz. Les thermites, les ERP, des peu. Bon, dans tous les cas, vous avez les packaging qui sont tout faits avec les diagnostiqueurs. Oui. Et récemment, depuis quelques temps, pour les maisons individuelles en monopropriété, vous avez l'audit énergétique pour les classes EFG. Oui, c'est ça. Qui est obligatoire. Immeubles et maisons, tout ce qui est en monopropriété. Ouais. Aujourd'hui, la copropriété n'est pas encore concernée. Exactement. Donc voilà un peu tous les documents dont nous avons besoin, les plans aussi.
C'est important, bien sûr. Si on peut les avoir, c'est mieux. Ça nous permet d'identifier au mieux et de pouvoir transmettre aussi à l'acquéreur et au notaire l'emplacement, tout simplement, tout à fait. des biens. Voilà pour les documents pour la prise de mandat, uniquement pour la prise de mandat. Voilà, ça c'est la première étape. Voilà. Une fois que donc le dossier est bien ficelé, on va faire ce qu'on appelle la mise en vente avec la commercialisation, les visites et on arrive à l'offre d'achat. Ouais. Deuxième étape. Donc l'étape 2, donc, c'est la proposition d'achat acceptée. Donc c'est quand il y a accord sur la chose, sur les conditions et sur le prix de vente. Voilà, donc c'est ce qui va permettre ensuite d'aller pouvoir signer chez le notaire. L'étape suivante, qu'on appelle donc la promesse de vente. Promesse de vente, compromis de vente. Ou compromis de vente, suivant, qui va se passer chez le notaire. C'est-à-dire que là, une fois que tout est réuni, d'où l'importance aussi d'avoir tous ces documents en amont, pas que pour l'acquéreur, puisque du coup, on va envoyer tout le dossier à l'étude, qui va rédiger la promesse de vente. Et la promesse de vente est une étape quand même très, très importante, puisqu'elle va reprendre des conditions suspensives qui vont protéger l'acquéreur. S'il y a un prêt, par exemple. Exactement. On est d'accord. Exactement. Donc, dans la promesse de vente, donc, tout ça est vu avec le notaire. Généralement, les conditions suspensives d'obtention de prêt sont de 2 mois dans une promesse de vente. Oui. Et généralement, s'il n'y a pas de conditions suspensives d'autorisation d'urbanisme ou conditions suspensives particulières, comme par exemple une vente longue, c'est possible parfois, on va dire que les délais classiques d'une promesse de vente sont de 3 mois. C'est-à-dire que si vous signez votre promesse de vente au 2 janvier 2026, vous allez éventuellement mettre dans la réitération de l'acte authentique. Donc, la date, ça va être au 2 avril 2026 en général. En général, c'est 3 mois. Ouais, 3 mois. Sauf cas particulier. Sauf cas particulier et conditions particulières. Exactement. Une fois que la promesse de vente est signée, donc il y a ces fameuses conditions suspensives, les étapes suivantes, c'est à la limite, dès que le client sort, l'acquéreur, l'acheteur, chez le notaire, il doit aller déposer sa demande de prêt. Ouais. Avec un courtier ou sa banque. En tout cas, en règle générale, le notaire va laisser 2 semaines pour faire le dépôt de prêt. Et ces fameux 2 mois ensuite pour avoir les offres de prêt, l'accord de prêt, etc. Ça, c'est hyper important. Si ces clauses-là ne sont pas respectées, les montants, la durée, il peut y avoir des pénalités qui sont appliquées par le vendeur s'il y avait un refus de prêt et que tout ça, c'est pas... Bon, d'accord. Parle-nous de ces pénalités. Parle-nous de ces pénalités. Je pense que c'est important de le savoir. Oui, alors les pénalités, il faut savoir que dans le cas d'un non-respect des conditions suspensives inscrites à la promesse de vente, le vendeur peut demander 10% du prix en pénalité, de la totalité du prix. Là, on est, okay. Mais il faut savoir aussi que si le vendeur décidait pour X ou Y raison de ne plus vendre, l'acquéreur pourrait demander les fameux 10% de pénalité. Ouais, j'aime bien dire que c'est un caprice dans ces cas-là. Exactement. En cas de caprice du vendeur. C'est ce qu'on appelle un caprice du vendeur. Je ne l'ai jamais vécu personnellement. Moi non plus. Bon, j'espère jamais le vivre. Ouais. Ça éviterait des petits soucis. Mais voilà, ça c'est quand même très important. Mais il faut savoir que quand la promesse de vente est signée, le vendeur est engagé de suite. Alors que l'acquéreur, lui, il a quand même ce fameux délai de rétractation dont on a oublié de discuter, le fameux 10 jours suivant la signature, et qu'il a quand même ces conditions suspensives d'obtention de prêt. Dans 99% des cas, c'est celle-là qui le protège, quoi. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que pour reprendre, alors généralement, la promesse de vente, elle est signée dans le mois qui suit l'offre d'achat. Alors, tout dépend. Quand il y a des notaires en participation, ça prend parfois un peu plus de temps. Ou par exemple, les délais des notaires, etc. Généralement, ça peut être 1 semaine après, comme ça peut être 1 mois après, mais c'est vraiment le grand maximum 1 mois. Oui. Généralement, dans les 2 semaines, 2-3 semaines, on peut signer la promesse de vente dès qu'on a l'offre d'achat acceptée. Et ensuite, donc, comptons 1 mois maximum. Et ensuite, donc, les 3 mois de délai de promesse, l'acquéreur, quand il signe en nom propre la promesse de vente, donc c'est souvent le cas quand vous souhaitez acheter un bien en société, vous signez d'abord en nom propre la promesse de vente, car vous avez ces 10 jours de rétractation possibles, alors que quand vous signez en société, vous ne les avez pas. Et après, il faut une clause de substitution pour le temps de constituer la société ou de faire la délégation à la société, de substituer à la société l'acquisition du bien.
Donc, 10 jours de rétractation, mais pour n'importe quelle raison. Juste parce que vous vous levez du mauvais pied et que vous dites je ne veux plus acheter, vous avez le droit, par lettre recommandée que vous envoyez au notaire, dans les 10 jours suivants, le lendemain de la signature de la promesse de vente, vous pouvez le faire. Donc, nous avons ça. Et ensuite, donc, pour reprendre, on dépose directement le dossier à la banque. Voilà. Et après, on a les 2 mois. On a également les délais de droit de préemption urbain. Oui, qui en général sont de 2 mois aussi. Exactement. Oui, donc d'où les 2 mois. Voilà. Exactement. Il faut savoir que en général, les mairies ne répondent pas forcément, mais que s'il y a pas si la mairie ne répond pas, au bout de 2 mois et 1 jour, c'est acquis. Ça veut dire qu'elle n'achètera pas. Ouais. Voilà, la mairie ou la SAFER, si on est dans une zone rurale ou dans des zones agricoles, par exemple. Là, c'est la SAFER. C'est le même délai, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Donc, la mairie a 2 mois, ou la SAFER a 2 mois pour répondre. Et dans le cas où ils ne répondent pas, c'est tacite, c'est acquis. Ça compte comme validation. Mais voilà, c'est vraiment un droit de préemption urbain. La mairie, si vous vendez un bien, la mairie peut se positionner et préempter le bien que vous vendez. Exactement. Voilà pour les délais classiques, on va dire, en termes de promesses de vente. Je ne sais pas si tu vois autre chose de particulier sur la promesse, mais c'est vraiment les délais classiques. Voilà. Et après, donc pourquoi on met 3 mois pour la réitération de l'acte ? L'acquéreur a 2 mois pour obtenir son offre de prêt. Et ensuite, le notaire a 1 mois pour réitérer l'acte, pour qu'on soit tous d'accord, pour qu'on soit vraiment en ordre, pour avoir l'état daté de la copropriété s'il y a besoin, etc. Exactement. Les derniers documents, quand on est en copro, l'état financier, en gros, de la copropriété. Voilà, ça, c'est vraiment là, c'est qu'on est sur la fin. Donc, avant quand même de signer l'acte définitif, on va faire ce qu'on appelle la visite de courtoisie avec nos acquéreurs aussi. C'est-à-dire qu'on va retourner sur le bien. Alors, on y sera peut-être retourné entre-temps, faire les devis, cuisine, peinture, parquet, tout ce que le client aura envie de faire. Donc, c'est ce laps de temps, ça va nous servir aussi à garder le contact avec nos clients. Et puis, effectivement, en général, 24 heures avant, voire 48 heures avant, on fait la visite de courtoisie pour s'assurer que tout va bien dans l'appartement ou dans la maison. C'est ça, que tout a été vidé, qu'il n'y a pas de dégâts des eaux, qu'il n'y a pas de problématique. Voilà, il y a ça. On n'a pas parlé du locataire. En cas de vente, quand il y a eu un congé pour vente locataire, parce que dans les documents, on n'a parlé vraiment que de biens vides. Mais quand on signe un mandat de vente avec un locataire en place, on a le bail, on a besoin du bail en cours. Et on a besoin également du congé pour vente qui a été fait ou du préavis du locataire. Quand on a un congé pour vente, il faut bien penser et ne pas oublier que le notaire doit notifier au moment de la signature de la promesse de vente que le bien a été vendu à tel prix et que l'acquéreur le locataire en place peut toujours se positionner au nouveau prix. Parce que si le propriétaire a mentionné 150 000 euros et qu'au final c'est vendu 120 000, que pour le congé pour vente, il ne s'est pas positionné, mais au moment des 120 000 euros, il peut potentiellement se positionner, le locataire. Oui, effectivement, il a de nouveau 1 mois de plus pour se positionner. Il a 1 mois où il peut dire, tout compte fait, à ce prix-là, j'achète. Voilà. Et à ce moment-là, il passe prioritaire sur l'acquéreur. Exactement. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qu'on explique bien aux acquéreurs quand on est sur un congé pour vente. Exactement. Mais c'est important de le prendre en compte. Une vente n'est pas faite au moment de la promesse de vente. Non. Pensez bien qu'une vente est faite au moment de la réitération, quand vous avez signé chez le notaire. Et quand nous remettons les clés là. Et qu'on remet les clés. Là, la vente est faite. Mais la veille, la vente n'est pas faite. C'est ça, jusqu'au bout. Parce qu'après, la veille, comme tu disais, on peut avoir la visite de courtoisie, se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas forcément, qu'il y a des dégâts des eaux, qu'il faut faire marcher les assurances. Voilà. Alors, par exemple, dans le cas d'un petit dégât des eaux, ce qui peut arriver, alors moi, je l'ai vécu, je pense que toi aussi, un cumulus qui a claqué. Même pas. Ça m'est jamais arrivé. Alors, moi, oui. Donc, c'est le voisin du dessous qui nous a avertis. Puisque, heureusement que c'était pas rez-de-chaussée. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est que l'acquéreur et le vendeur se sont arrangés. C'est-à-dire que l'acquéreur a dit non, moi, tant pis. Je ferai des travaux. J'achète quand même. Donc, le vendeur a reversé les indemnités directement à l'acquéreur. Mais c'est noté quand même dans l'acte. D'accord. Pour pas qu'ensuite l'acquéreur revienne sur sa décision. Là, voilà.
Bon, ça arrive. Moi, je l'ai Ça vécu, arrive. ça m'est arrivé sur un petit appartement, Après, on achète toujours d'occasion, hein. Faut savoir voilà. que c'est comme Mais une ça voiture, peut hein. arriver. Un Ouais, cumulus, ça peut arriver, oui. ouais, C'est c'est plutôt vrai. fréquent. Mais la veille, quand même, c'est vraiment pas de Ouais, là, chance. c'était pas tout à fait la veille parce que le locataire m'a appelé du dessous parce que j'avais mis le panneau Ouais, vendu. Donc, il a pris le numéro, il a appelé en disant, oui, mais écoutez, je suis locataire en dessous. en dessous. Je pense qu'en haut, vous avez le cumulus qui a lâché. Donc, ça devait Aïe, aïe, être aïe. peut-être mes 5-6 jours avant l'acte, quoi. Purée. Ouais, mais ça arrive. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. C'est question de timing. Ouais. Bah, tant mieux pour l'acquéreur, finalement, parce que c'était pas assez Ben, frais, finalement. du coup, l'acquéreur, c'est plutôt confortable pour lui, oui, Et oui, puisqu'il avait prévu de faire des travaux et il a eu les indemnités. ouais. Bon, c'était un petit appartement, hein, c'était pas non plus, mais bon, ça l'a aidé, quoi. En parlant d'indemnité, il y a aussi l'indemnité d'immobilisation Oui, pour l'acquéreur. Donc, l'indemnité d'immobilisation, c'est l'indemnité, donc, généralement, c'est pas obligatoire. Il faut le savoir que c'est pas une loi, mais c'est ce qui se pratique. Au moment de la signature de la promesse de vente, le notaire demande à l'acquéreur de verser 5% du prix de vente oui, par rapport aux 10% dont on parlait tout à l'heure, si jamais demain il y a un caprice ou quoi que ce soit. Mais au moins avoir en réserve, en indemnité d'immobilisation, que le notaire puisse immobiliser 5% du prix de vente. Après, le montant exact est arrangé entre l'acquéreur et le vendeur au moment de la oui, promesse de oui, vente. oui, Pourquoi ? Pour montrer la bonne foi de l'acquéreur. Et que si demain il y a caprice ou quoi, ou que le propriétaire veut se retourner contre l'acquéreur, il peut. Enfin, voilà, il y a quand même cet argent. C'est pas facile à récupérer, attention, mais c'est une somme qui est censée être séquestrée chez le notaire. C'est pour montrer la bonne foi de l'acquéreur qui veut vraiment acheter ce bien. oui. Et voilà. C'est plus dans ce sens-là, en Ouais. définitive. C'est une question de bonne foi. C'est une question, voilà, ça prouve au Mm. vendeur l'intérêt que l'acheteur a pour son bien, quoi, Exactement. tout simplement. Puisque au final, c'est déduit du prix final au Oui. moment des appels de fonds. Dernière chose, du coup, donc au moment où on a fait la visite de courtoisie, on va chez le notaire. Donc tout s'est bien passé à la visite de courtoisie. On va chez le notaire signer la réitération de l'acte authentique. Acquéreur, n'oubliez pas votre assurance habitation Ah oui, obligatoire. Elle doit commencer le jour de la signature de l'acte authentique. Les propriétaires, votre assurance habitation, vous la conservez jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique. Dès que vous avez votre attestation de vente du bien, oui, vous allez le lendemain appeler votre assurance et leur dire que vous avez vendu le bien et que du coup, vous n'êtes plus propriétaire. Et c'est à partir du lendemain de la signature de l'acte authentique que vous arrêtez votre assurance. exactement. Voilà. Et idéalement, pareil au niveau pour l'électricité. Donc voilà, l'acquéreur, pareil, après les relevés de compteur, vous ouvrez directement votre compteur électrique avec le fournisseur que vous souhaitez. Donc pour résumer, donc, concernant les étapes d'une vente, donc dès que vous avez signé une offre d'achat qui a été acceptée par les parties, vous allez signer une promesse de vente dans le mois qui suit. Donc maximum 1 mois. Et à partir du moment où vous avez signé la promesse de vente, vous avez 3 mois pour réitérer l'acte authentique et remplir toutes les conditions suspensives que vous avez conclues avec l'acquéreur, le propriétaire, chez le notaire. Ensuite, donc du coup, il y a les coûts aussi, Edith, pour les propriétaires. Oui, effectivement, une mise en vente, c'est vrai que ça implique un peu de coût au départ. Donc, il y a effectivement tous les diagnostics obligatoires dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. En fonction de l'âge du bien, on peut avoir du plomb ou de l'amiante, du gaz, de l'électricité, des termites, bon, les ERP, enfin, l'état des risques et pollutions qu'on appelle, sur si le bien est en zone inondable, ne l'est pas, etc. Voilà, ça, c'est des diagnostics qui, en général, alors le coût peut varier parce que si vous vendez un studio et vous vendez une maison de 12 pièces, c'est pas tout à fait le même coût. Ensuite, pour une maison individuelle, donc tous ces diagnostics et le contrôle de l'assainissement. Si c'est un assainissement individuel et collectif suivant la commune, on l'a dit tout à l'heure. Si c'est un appartement en copropriété, en plus des diagnostics obligatoires, et puis sur Montauban, l'assainissement, effectivement, chez nous en tout cas, il va falloir penser que le syndic va vous facturer des coûts, puisqu'il va fournir des documents. Le premier document qu'on appelle le pré-état daté. Alors, les prix, c'est une moyenne aux alentours de 300 €. Ok. Ça, c'est vraiment le premier document que va fournir le syndic, en sachant que ce document, le propriétaire peut le faire. Il faut le savoir. Ce n'est pas obligatoire de passer par le syndic. Ouais. Puisque souvent, sur l'espace client, on a tous les éléments financiers, on pourrait le faire. Sauf que le propriétaire engagerait sa responsabilité s'il se trompait. Ok. Là, c'est le syndic qui engage sa responsabilité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il facture. Ok. Mm. Et ensuite, avant l'acte,
le notaire va demander un deuxième document, un second document. Là, le prix est plafonné à 380 euros. Le syndic ne peut pas aller plus haut. Aucun syndic. La plupart facturent 380 euros, Oui, il faut le savoir. Mais là, pareil, ils engagent leurs responsabilités. Et là, sur ce document, c'est quand même très important parce que c'est à partir de là que le notaire va calculer tout ce qui est prorata. 2 trimestres en cours, Ouais. les petites cagnottes qu'on appelle Des fonds de travaux. les fonds de travaux, le fonds allure. Ouais. Donc tout ça, c'est des prorata que va faire le notaire, pardon, et qui vont être remboursés par l'acquéreur au vendeur prorata. dans la plupart du temps. Voilà. Et là, pareil, la responsabilité du syndic est engagée. Les comptes sont fermes et définitifs. Il n'y a pas on revient pas en arrière, quoi. Il faut savoir ça. Pour le vendeur, alors pour le vendeur, je pense que c'est tout. J'ai rien oublié. Bon, Non, c'est je pense que déjà c'est pas un mal, coût ouais. quand même, hein, entre le syndic et les diagnostics, Ouais, ça c'est plein fait de une petits petite coups. somme, quoi. Ouais. Ah, si, il faut pas oublier que si on est en E, en F ou en G, Il y a sur l'audit une maison énergétique. et un immeuble en monopropriété, il y a l'audit énergétique, Ouais, qui l'audit là, quand même, énergétique de suite, peut avoir un prix un peu conséquent, quoi. Ouais, c'est par rapport à la surface du bien, Et ouais, c'est généralement. ça, c'est ça. C'est un prix au mètre carré par rapport à la surface du bien, mais je crois qu'au tout début, ils arrivaient à en sortir à 500 euros et maintenant, on est un peu plus cher, quoi. On est beaucoup plus Le cher. dernier que j'ai vu, il était à 800 ou 900 Oui, euros. oui, ah, voilà. Ça, Ouais, après, c'est voilà, un coût. ça dépend toujours pareil de la superficie Voilà, du bien. mais c'est obligatoire. C'est une petite maison de 30 mètres carrés, ça va. Si elle fait 500 mètres carrés, Ouais, c'est en conséquence, quoi. exactement. Concernant les acquéreurs, vous allez avoir les frais de dossier. Donc, au moment de la signature, la promesse de vente, c'est même si vous avez les 10 jours de rétractation dont je vous ai parlé tout à l'heure à la promesse de vente, vous allez avoir des frais de dossier. Donc, c'est les frais de rédaction d'actes et le fait qu'on dépose la promesse de vente, enfin, une question de notaire. Donc, vous allez avoir 500 euros en moyenne de frais à avancer. Ça, par contre, c'est irrécupérable. Vous devez les payer et même si vous vous rétractez, vous avez perdu derrière ces 500 euros. Ensuite, vous allez payer le prorata de la taxe foncière. Ce n'est pas obligatoire. C'est le propriétaire qui est propriétaire au 1er janvier qui doit la payer. Mais en l'état d'habitude et dans la pratique, c'est au prorata du nombre de jours passés dans le logement. Donc, ça diminue. Plus vous signez en décembre et plus ça diminue. Mais vous allez payer au prorata par rapport à la taxe foncière de l'année d'avant. À part si elle est sortie, que vous signez l'acte authentique après octobre-novembre de l'année en cours, là, vous allez avoir une base de la taxe foncière de cette année-là. Mais si c'est avant et qu'on ne l'a pas encore reçu, vous allez payer selon la taxe foncière de l'année d'avant. Ensuite, le prorata des charges de travaux, comme tu as dit tout à l'heure, les charges de copropriété et le fonds de travaux. Donc ça, c'est au prorata des trimestres et des mois en cours. Par rapport à la copropriété, dans le cas où vous êtes en copropriété. Et ensuite, vous allez immobiliser l'indemnité d'immobilisation. Voilà. Mais ce n'est pas de l'argent que vous perdez, c'est juste de l'argent que vous avancez par rapport au prix final du bien. Après, on n'a pas dit, mais il y a un point important. Il faut savoir que quelqu'un qui achète en copropriété, tous les travaux votés votés par l'ancien propriétaire sont payables par l'ancien propriétaire. Ça veut dire que même si les appels de fonds n'ont pas été faits, si les appels de fonds n'ont pas été appelés, c'est quand même l'ancien propriétaire qui va les régler. En gros, le notaire va prendre ces montants sur le prix de la vente et les reverser à l'acquéreur pour que le jour où l'appel de fonds arrive, il ait eu l'argent, en gros, avant, quoi. Et ça, c'est à compter de la promesse de vente Tout ce qui est... Ah oui. ou avant Alors, l'acte de signature de l'acte Non, authentique? non. Tout ce qui est voté avant, même la promesse de vente, hein, c'est à la charge du propriétaire, du propriétaire actuel. D'accord, donc c'est Voilà. tout ce qu'il y a avant. Mais il me semble bien qu'après avoir signé la promesse de vente, Oui. l'acquéreur, s'il y a une convocation en assemblée Oui. générale, l'acquéreur peut se présenter. Donc, le propriétaire a un devoir d'informer l'acquéreur qu'il y a une convocation à l'assemblée générale pour que l'acquéreur puisse y aller et voter. Exactement. Ouais. Si le vendeur ne notifie pas l'acquéreur, qu'il ne l'y envoie pas à sa place, hein, tout ce qui est voté sera de nouveau à sa charge. Ouais. Important à savoir. Important à savoir. Ouais. Imagine, on signe une promesse de vente, une semaine après, il y avait une AG, paf, l'acquéreur, c'est lui qui y va, il vote, il n'a pas le prêt, il ne devient jamais propriétaire. Oui, c'est vrai. C'est quand même... Ouais, c'est vrai. Ça fait partie des... Ouais. Voilà. Mais effectivement, s'il y a une AG entre la promesse et l'acte, le propriétaire doit envoyer la procuration
et envoyer son acquéreur. S'il ne le fait pas, c'est de nouveau à sa charge. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo, donc on vous a donné pas mal d'informations. Ce qu'on vous a préparé, c'est un guide pratique que vous pouvez télécharger en lien dans cette vidéo. Vous pouvez voir donc du coup tout ce qu'on vient de dire. On vous fait un récap avec toutes les étapes d'une vente, avec les conditions suspensives, les délais, etc. Tous les documents nécessaires en tant que propriétaire. Tous les coûts aussi, alors plus ou moins les coûts, hein, on ne va pas donner dans le détail parce que ça varie énormément en fonction de beaucoup de situations. Mais on vous a préparé un petit guide pratique que vous pouvez télécharger sous le lien de cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez avoir le jour où vous vendez ou le jour où vous achetez tout le suivi et toute la frise, la chronologie et les étapes d'une vente d'un bien immobilier. Oui. Voilà. Merci Edith. En sachant quand même, Camille, qu'on reste à votre disposition si vous avez besoin de nous, quoi. Tout à fait, bien sûr. Mais ça c'est logique. Contactez-nous si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et également, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez voir, pour lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci Edith. Merci Camille. Tout simplement. Merci à toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.